Oui, Sophie-Claude. Bonjour Sylvestre, Wadia. Comment ça va? Ça va bien. En deuxième partie, nous recevons Canon, originaire de la communauté Innu de Ouachette Maliotenam, qui est auteur, compositeur et interprète, qui va nous parler un peu de son petit séjour au 45e gala de la disque. Mais en premier, nous recevons Marjolaine McKenzie, qui est allée très, très loin dans un autre continent, si je peux dire ici. Là. Oui. Donc, elle est originaire aussi, elle est Innu, par exemple. En revanche, elle est originaire de Matimekouche, très, très loin d'ici. C'est pas mal au nord. C'est plus au nord que Waswanipi, même. Même de Mongolie aussi. Quoi, Marjolaine? Quoi? Comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis un petit peu fatiguée, là. L'adrénaline a baissé un peu de mon voyage. Mais ça va super bien. On est encore un peu dans un moment de jet lag, comme on dit? Oui, le jet lag est un peu long. Je me réveille à 4 heures du matin tous les jours, mais depuis 2 jours, là, ça joue entre 5 heures et 6 heures. Là, fait que ça se replace de plus en plus. Marjolaine, avant qu'on parle de ton séjour en Mongolie, vous êtes artiste. On va quand même prendre le temps qu'on te présente ici sur nos ondes. Vous êtes artiste de théâtre, vous êtes mobilisatrice communautaire et maintenant vous travaillez en environnement et changement climatique à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec, Labrador. Et là, on t'invite aujourd'hui pour nous parler de ton séjour en Mongolie, spécifiquement au camp des Tsatans. Est-ce que je prononce bien le nom de cette nation-là, si je peux dire ainsi? Oui, c'est Tsatan, mais le monde dit Tsatan. Moi, je trouve que c'est plus beau de Tsatan, là, mais ouais, les deux, ça se dit. Les deux, je les entendais. Et alors, ton séjour, comment ça s'est passé là-bas? C'est quoi tu es allé faire avec cette communauté-là? Ça fait longtemps que je souhaitais d'aller voir les éleveurs de rennes. Et puis, en fait, ça part quand j'étais à Schefferville, puis j'entendais beaucoup des histoires de caribous. Puis moi-même, quand j'étais jeune, j'avais vu des caribous courir sur un lac. Puis, j'étais pas au courant qu'il y avait des éleveurs, qu'il y avait encore des nomades, mais en plus, des éleveurs, excusez, je me répète. Puis, c'est devenu comme un rêve, là. Je me demandais c'est quoi de voir un caribou tout proche qu'on peut caresser comme ça. Puis, c'est ça, l'animal aussi me fascine, comme plusieurs Inuits. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à écrire beaucoup aussi. Beaucoup sur toutes les histoires que j'entendais sur le caribou, sur le territoire. J'ai écrit, puis aussi avec mon mari, on va à la chasse au caribou. Et puis j'ai toutes mis les histoires ensemble, puis j'ai appelé ça Tuba du mot, que j'ai publié aussi avec les éditions Aninorak dans un recueil d'histoires. Et puis là, en fait, pourquoi que je voulais encore plus y aller? Parce que je trouvais que dans mon histoire, il manquait quelque chose. Tu sais, je me suis dit, les caribous sont tout autour. Ils sont pas juste au Canada, ils sont tout autour comme du pôle arctique, là, je pourrais dire. Marjolaine, quand tu parles de caribous, tu sais, que tu voulais les voir de près, tu sais, quand on va à la chasse aux caribous pour les Inuits puis les cris, on s'entend qu'on est quand même en distance. Moi, ce que je comprends de la communauté que tu es allé visiter, ils sont en proximité avec les caribous. Peux-tu nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Oui, ils sont juste là, sont à côté de toi. Nous autres, on dormait dans un tipi, puis ils marchent dehors en sortant du tipi. C'est possible aussi, il y a des caribous qui sont plus affectueux, c'est possible d'aller les toucher. Ils sont domestiqués, là, c'est comme des animaux de compagnie. Oui, c'est carrément, c'est comme, moi j'ai vu des bébés caribous qui étaient comme comme un chat ou comme un chien. Là. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais tu sais que il était bien, tu sais, il aimait son maître, là, beaucoup. J'ai posté une vidéo là, où on voit le caribou courir vers son maître puis demander un câlin, puis tu sais, c'est comme
une forêt enchantée, je sais pas, là, je trouvais ça tellement spécial. Puis Est-ce qu'on parce que- ouais. est-ce qu'on aperçoit quand même une grosse différence entre ces rennes-là et les caribous que tu as rencontrés dans ta jeunesse à Matimekouche ou avec ton mari? Ben, j'ai l'impression, là, tu sais, je suis pas une experte, là, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus petits, les caribous, les rennes qu'on appelle là-bas. Sinon, je verrais pas la différence. Même, j'avais montré des photos à un Satan, de quoi ça avait de l'air mon caribou, puis il disait, c'est comme nos rennes. Tu sais, lui aussi, on voit pas vraiment une différence là, de l'animal. Et ce voyage-là, ça fait longtemps que vous vouliez quand même voyager autrement, si je peux dire ainsi, parce que si je regarde bien en pré-entrevue que nous avons eue, vous nous avez parlé que vous avez essayé plusieurs fois de faire un projet, d'amener un groupe de Matimekouche vers peut-être au nord de la Russie. Oui, chez les Nénettes, avec une amie qui travaille en droit autochtone, elle s'appelle Karina Karsewan. On avait même reçu une invitation de l'université de Petersburg, j'espère que je le dis correct. Et puis eux étaient prêts à nous recevoir puis nous amener dans le nord de la Russie, dans la Sibérie, pour voir les nénettes. C'était en quelle année, ça, Marge? Peut-être en 2017 ou 18. OK, donc avant le contexte difficile avec l'Ukraine, dans le fond. Oui. Okay. Puis, ben c'est ça. Puis finalement, le projet, la communauté n'était peut-être pas prête encore à s'embarquer dans des tels voyages, là, un tel voyage. Parce que souvenons-nous, c'est quand même vous voulez quand même faire une pièce de théâtre avec toute cette expérience-là. Hein? Ben ça, dans ce temps-là, oui, c'est un peu comme mon écriture personnelle. Là, tu sais, j'en parlais pas trop. Tu sais, je le faisais un peu par temps perdu. Mais ouais, mais c'est ça. Mais on va dire durant la pandémie, là, tu sais, c'est là que j'ai écrit plus. Mais sinon, oui, c'est vrai que mon désir c'était un peu de développer un peu plus mon histoire. Puis j'avais l'impression que là-bas, ça allait me donner un peu plus d'idées. Puis en même temps, amener des personnes avec nous visiter ce peuple-là, des éleveurs de rennes. Rappelez-nous, vous êtes parti à quel moment pour aller visiter les Tsatanes, comme vous dites? Je suis partie le 31 octobre de Montréal à Toronto. Toronto, Istanbul, Mongolie. C'était 25 heures de vol. Hey, fais juste le dire, je suis fatiguée. Ouais, c'est 27 heures en revenant. Fait que, ouf! C'est quand même beaucoup d'escales. Puis là, vous êtes resté là-bas combien de temps avec les Tsatanes? Ben, c'est ça. Quand on arrive à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie, c'est à 1000 kilomètres au nord de Mongolie. Fait que c'est 3 jours de voiture jusque dans le nord. Fait que ça m'a pris 5 jours, on va dire, me rendre au camp des Tsatanes. Puis, excuse-moi, c'est quoi la question? Je voulais absolument dire que c'est super loin. En fait, je voulais savoir... avec les Tsatanes, combien de temps tu es resté avec eux autres, puis tu es revenu après combien de temps ici au Québec? Je suis restée avec eux 9 jours. Puis on a dormi une nuit dans le village Tsaganour. Après Tsaganour, c'est environ 1h30 plus au nord du village. C'est vraiment le dernier village avant la frontière de la Russie. Puis, comment percevez-vous maintenant cette nation-là? Est-ce qu'il y a quand même des ressemblances ou des différences en ce qui concerne avec la nation Innu, par exemple, surtout la relation qu'ils ont avec les rennes? Ben, moi, je me suis pas sentie dépaysée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me suis jamais sentie dépaysée. Ils ont beaucoup ils vivent comme nous, là, quand on va en camping, sauf que là, c'est ça, on dormait dans des tipis. La vie est comme... La vie est plus calme. On est dans le bois.
C'est vivre au rythme de la nature, un peu comme nous quand on va dans nos camps traditionnels, vivre sur la terre. C'est ce rythme-là que vous retrouviez là-bas? Oui, pareil. Pareil, j'avais vraiment pas l'impression d'être... Ben, tu sais, c'est sûr que le comment on dit ça, tu sais, il y a des grosses montagnes, tu sais, il n'y a pas de sapin, c'est plus du mélèze qu'eux ils ont. Mais sinon, tu sais, le mode de vie, ouais, comme tu dis, là, c'est pareil comme nous, là, au rythme de la nature. On n'a pas vraiment d'heure pour manger. Puis eux aussi disent ça, tu sais, dans le bois, on n'a pas d'heure. C'est ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait sourire. C'est comme, comme nous, tu sais. Oui, en passant, justement, tu sais, vous dites dans votre pré-entrevue que vous visitez souvent le territoire avec vos oncles, vos tantes, vos cousins. Est-ce qu'avec cette nation-là de Satan, avez-vous eu le temps de vivre un certain semi-nomadisme avec eux autres, de vous déplacer dans le territoire? Non, à ce moment-là, eux, ils se déplaçaient pas. Puis, ceux qui se déplaçaient à ce moment-là étaient plus au nord, où ce qui fait encore plus froid, parce que les reines, ils cherchent toujours à être dans où ce qui fait plus froid. Puis, il y avait environ, on va dire, peut-être une quarantaine de reines où ce que j'étais. C'était pas les troupeaux il y a des troupeaux où il y en a 1000. C'est ça qu'on me disait. Ouais. Puis là, il y a des nomades qui sont là, sur le territoire, là, en train de promener. Des promener là, pour la nourriture. J'ai une question, Marjolaine. Comme on le sait, au Québec, la survie du caribou est vraiment mise en danger. Là. C'est un enjeu de grande importance pour les Inuits, les Naskapi puis les Cris, entre autres. Là-bas, quand tu parles de troupeaux de milliers de bêtes, ça veut dire que pour eux, ils ont une façon de préserver les rennes, les caribous, comparativement à nous. Il y a peut-être une meilleure gestion ou est-ce qu'ils sont en danger aussi là-bas? Ben, ce qu'on m'a dit, ce qu'un des aînés m'a dit, c'est que il y a 400 ans, ils chassaient eux aussi le caribou. Comme nous, on chasse. Mais c'est leur gouvernement qu'ils ne voulaient pas que la bête soit en extinction. Puis c'est le gouvernement qui leur ont dit d'arrêter de chasser. Puis fait que c'est comme ça qu'ils ont commencé à à être éleveurs de caribous. Et puis, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant d'être capable de le faire, puis d'en avoir. Puis, oui, en tout cas, ça, c'est ce que j'ai entendu au niveau de la préservation. Et puis, maintenant, l'animal est aussi sacré que nous autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Quand tu disais tout à l'heure que c'est un animal de compagnie, on s'entend qu'ils se nourrissent aussi de ces bêtes-là. Là. Ils font de l'élevage à but de consommation puis d'utilisation pour créer des outils, utiliser la peau, etc., un peu comme nous, là. Oui. Okay. Ils font des commandes par année. C'est comme, tu peux avoir il y a des personnes qui vont venir, qui vont dire, moi, je veux un caribou. Fait qu'il en prépare un. Il coupe un peu en grosses parties, puis la personne vient le chercher. Okay. Mais sauf que eux, qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont beaucoup d'animaux, comme ils ont du bœuf, ils ont du mouton, ils ont du yak, il y a des rennes. OK, c'est diversifié là, comme source. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce qu'on me disait, c'est que sur le territoire de la Mongolie, il y a 80 millions d'animaux d'élevage pour une population de 3 millions. Dans un vaste territoire aussi, hein? Oui, oui. Mais avant... Oui, allez-y. C'est ça, je voulais dire, tu sais, que je pense pas qu'il en tue tant que ça, là. C'est plus organisé, dans le fond, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment bien. Oui, c'est organisé, oui. Oui, avant qu'on parle un peu de ton quotidien avec la famille que tu as vécue, on va aller en pause. Ensuite, on va revenir avec vous, Madame Marjolaine. OK. Donc, on va prendre une petite pause musicale. On va écouter l'artiste Anachnid, que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance d'aller voir le lancement de son nouvel album la semaine passée, et elle va être avec nous en janvier pour en discuter avec nous. On va écouter son titre « Love Alone » de son dernier album. Ben voyons donc.
Alors, on écoutait Anachnid avec son titre Love Alone, tiré de son plus récent album Freak of Nature. On rappelle qu'Anachnid va se joindre à nous en janvier pour une entrevue. Alors, on poursuit avec Marjolaine McKenzie, membre de la nation Innu de Matimekosh-Lac-John, une artiste de théâtre, mobilisatrice communautaire, et qui travaille aussi pour l'environnement et le changement climatique à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Marjolaine McKenzie nous expliquait avant notre pause musicale qu'elle est allée faire un séjour en Mongolie dans un camp de la nation Tsatan. Donc, je veux juste spécifier que ça s'écrit T-S-A-A-T-A-N-S. Donc, Marjolaine, on disait plutôt en entrevue, on parlait justement de la population des caribous, etc., que là-bas, ça semblait plutôt organisé suite à des restrictions gouvernementales. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré, parce que je sais que tu allais pour de l'inspiration artistique par rapport à ton travail que tu fais en théâtre, mais par rapport à l'environnement puis à la préservation du caribou des rennes, est-ce que ce que tu as vu là-bas t'a inspiré aussi ou tu penses que ça peut pas vraiment être applicable ici? Oui, ben je me l'ai demandé. Je me l'ai vraiment demandé. Je me suis dit... est-ce qu'on serait capable de... Ben, je suis sûre qu'on serait capable d'élever les caribous, mais c'est comme... j'ai l'impression qu'on est trop de personnes ici, tu sais, même sur nos territoires, tout est occupé partout, tu sais, il y a toujours quelque chose d'occupé pas loin, comme tandis que là-bas, c'est des kilomètres et des kilomètres, parce que c'est les animaux qui sont maîtres du territoire. Je me demandais... je me l'ai demandé. Je me l'ai demandé si jamais quelqu'un voudrait faire de l'élevage de caribou. Mais c'est ça, c'est vraiment une réflexion. Je venais d'en parler aussi au secteur de ceux qui s'occupent là, de ça à mon travail. Là. Je voulais leur demander si c'était possible. Ça serait envisageable. C'est sûr, ça va prendre beaucoup d'organisation. Là, il y a une question aussi de territoire. Où serait la réserve? Qui gérerait ça? Qui en bénéficierait aussi? Donc, c'est quand même un travail de... On est des chasseurs aussi. Le monde a ça dans le sang. Tu sais, ils sont contents d'aller à la chasse, tu sais, de l'excitement. Là, il y a beaucoup de choses là, qui affecteraient, je pense, qui viendraient comme quasiment être un choc culturel. T'arrives, puis ta viande est prête, c'est de l'attraper, c'est de le sentir, c'est de le chercher, tu sais, il y aurait plus ça, tu sais, est-ce qu'on est prêt à ça, je me demandais, tu sais, mais ça m'a vraiment passé par l'esprit, ce que tu dis là, ouais. Marjolaine, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais qu'on discute un peu du quotidien que tu as vécu avec la famille qui t'a hébergé. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à cette relation-là que tu as eue avec la famille? Oui. Ben en fait, c'est un guide qui s'est occupé de nous. Okay. Il s'appelle Ozzy Gaban. Vous pouvez même le adder sur Facebook. Il y a plein de photos sur son Facebook, même sur son Instagram. Puis lui, c'est un guide qui s'occupe de des personnes qui veulent vivre, là, qui veulent voir ça, là, le quotidien des Tsatans. Puis lui, il nous a invités dans sa famille à dormir. Après ça, on est allés... Ils ont un tipi pour les visiteurs. Moi aussi, je pense... Il y a des forfaits où tu peux vivre avec une famille, mais nous, on avait un tipi comme ça parce qu'on était deux filles, puis ils voulaient comme nous laisser un peu notre intimité. OK. Ouais, puis tu sais, c'est pareil comme quand on va dans le bois, là, tu sais, il y a rien il y a rien qui change, là, tu sais, il y a le bois de chauffage, il y a ton poêle à bois, c'est les femmes qui font à manger. Des fois, c'est notre guide qui nous faisait à déjeuner. Puis là-bas, il faisait quand même assez froid aussi. Il fallait quand même s'activer très tôt le matin pour se réchauffer, mettons. Oui, ben tu sais, il y a une affaire aussi, c'est que notre tipi n'était pas super bien isolé. Fait qu'on a vraiment... on a eu froid, là. Fait que tu sais, après 15 minutes après avoir foulé le poêle, il faisait froid tout de suite. Fait qu'il fallait toujours m'en mettre.
Fait qu'on on a passé pas mal des nuits blanches, mais tu sais, c'était quand même bien. Ben là, je dis ça parce que là, je suis au chaud aujourd'hui, mais je peux vous dire que je me sentais un peu dépressive là, après la 5e journée. La 5e nuit, là, le 5e matin, là, je commençais à me sentir dans le... comme j'ai besoin d'aide, là. Ben, le manque de sommeil puis avoir froid, là, c'est clair que ça affecte l'humeur, là. Oui, puis là, j'en parle comme si c'est rien, mais en vrai, tu sais, ça m'a un peu joué dans le moral, tu sais. Mais en même temps, je voulais pas partir parce que, tu sais, c'était tellement bien le jour, tu sais, tu marches beaucoup, t'as chaud, fait que, tu sais, puis après ça, tu sais, la nuit, là, tu reviens, c'est comme, ah non, c'est vrai, tu sais, à soir, c'est encore une nuit blanche, on a froid. Mais c'est pour ça qu'on est revenu. Notre guide, quand il a vu que là, on fatiguait, on est allé dans un chalet que lui a construit proche de sa maison. Puis là, c'est vraiment, on s'est réchauffé là. On a pris comme on s'est douché, comme on se douche dans le bois, là, tu sais, avec on fait chauffer l'eau, puis on met un pot, puis on se lave les cheveux, là, ouais. J'imagine les tâches si on compare les femmes avec les hommes, c'était différent, là. C'est comme nous autres, là. Les femmes aiment ça cuisiner, c'est eux qui cuisinent. Les hommes, c'est plus le bois, aller chercher l'eau. Il n'y a pas grande différence, là. On n'est pas en choc culturel, là-bas, là, pour les tâches, là. Comme tu dis, on n'est pas dépaysé. Tu n'étais pas dépaysé quand tu es allé à la rencontre de ces gens-là. Non, puis ils sont vraiment généreux, sont gentils. Ils aiment ça de faire goûter à ce qu'ils cuisinent. C'était vraiment un beau moment. Il n'y avait pas de stress. OK, il y a un petit stress qu'il y avait sur les toilettes. Il n'y a pas de toilettes là-bas. Là, c'est un trou avec des planches. Ça aussi, il y a le froid puis les toilettes. Ah, ben oui. Ça me mettait un peu... le moral me jouait un peu dans... Mais tu voyais que les autres qui étaient là, eux, c'est comme ça qu'ils vivent à l'année. Là. Il n'y avait pas d'option de partir de là. Oui, ils ont l'option, mais c'est leur rythme de vie à eux. Est-ce que ça t'aidait? Ouais. Oui, mais tu sais, je me suis jamais plaint, là, tu sais. Je me plaignais à mon ami, là, tu sais, mais tu sais, publiquement, là, jamais j'en ai parlé. J'aimais mieux tant qu'à ça aller aussi dans le camp, chez les tchatans, puis tu sais, faire ça dans le bois que leurs toilettes, là. Au moins aussi, t'étais à l'abri des mouches, là. Il n'y a pas de mouche qui aurait volé là. Ça, c'est clair. Marjolaine McKenzie, je te remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes artiste du théâtre et mobilisatrice communautaire. Vous travaillez maintenant à l'Institut du développement durable dans la spécialisation de l'environnement et changement climatique. Tu nous donnes, Marjolaine? Miigwech, Marjolaine, et puis on va garder un œil ouvert sur tes prochains projets en théâtre et aussi avec ton travail. OK, je vous remercie beaucoup. Écoutez. Maintenant. OK. Vous écoutez Coué Bonjour avec Sophie-Claude Miller et Sylvestre Déterre. Et nous continuons avec l'entrevue avec Canon, artiste originaire de la communauté Innu de Uashat Maliotenam, mais auteur, compositrice, interprète. Aujourd'hui, nous recevons parce qu'il a été sacrée révélation de l'année lors du 45e gala de la disque. Je vais laisser la parole à mon collègue Sophie-Claude. Oui, donc Canen, de son vrai nom Karine Pinette-Fontaine, elle a aussi hérité du Félix de artiste autochtone de l'année avec son nouvel album Michwap. Quoi, Canen? Quoi? Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de ton album? Oui. Ah, OK, bon, parce que mon Innu, des fois, il n'est pas on point. Moi, je ne suis pas une déterre, moi, là, comme mon collègue. Premièrement, félicitations pour Révélation de l'année et Artiste autochtone de l'année. C'est quand même
assez comique d'être révélation et artiste autochtone en la même année. Ça te fait quoi d'avoir ces deux titres quand même très honorables-là? Mais ça, pour moi, je pense que ça me rend, ben, c'est ça, ça me rend heureuse. Puis je suis contente aussi que cette porte-là est ouverte maintenant pour des futurs artistes. Donc, tu sais, de savoir maintenant que c'est possible que des artistes autochtones peuvent aussi recevoir comme révélation de l'année. Puis tout ça c'est vraiment le fun. Je suis contente pour ça. Là. Oui, parce qu'on sait que, ben, justement, l'artiste autochtone de l'année, c'est une catégorie que la disque avait instaurée il y a 3 ans de ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a des places réservées pour les Autochtones, puis aussi qu'il y a quand même une campagne aussi en parallèle de certains artistes Inuits, là, on pense à des membres là, de Studio Makusham, etc., qui veulent qu'il y ait 5% de musique autochtone à la radio. Qu'est-ce que tu penses de ces places réservées-là et d'un potentiel 5% à la radio? Ben, je pense que c'est quand même... on est comme, je pense, dans une place où on essaie de mettre plus de musique en langue autochtone le plus possible. Mais c'est ça, mais je pense que c'est beaucoup challengé dans leur dans qu'est-ce que c'est la musique keb et tout ça. Puis je pense plusieurs années de mettre de côté les musiques en langue autochtone. Donc, je pense la catégorie artiste autochtone, je trouve qu'elle a créé enfin comme un pont dans l'industrie et tout. Puis, mais que, tu sais, moi, c'est un souhait que, tu sais, j'espère que on va honorer l'artiste pour plus que son identité. Oui, c'est l'identité, je pense que c'est ça qui est important pour se reconnaître, puis être proche de l'artiste, tout ça. Et mais aussi que l'artiste soit capable d'aller dans toutes les catégories, que ce soit révélation ou album de l'année et tout ça. Donc, c'est même encore dans album de l'année, on parle plus d'album de l'année en langue autochtone et qui est plus, on va dire, ce genre de barrière-là, je trouve la barrière de la langue et qu'on inclut les langues autochtones dans cette industrie-là. Alors, mais je pense qu'il y a encore dans cette période que je dirais comme de réconciliation, je pense qu'il y a une conversation quand même, qu'il y a quand même ça a quand même avancé, je le vois, puis je le ressens beaucoup déjà en voyant plus d'artistes autochtones dans les médias et tout, dans les radios et tout. Fait que aussi cette envie-là d'être plus... de prendre notre place? De prendre notre place, de entendre plus quotidiennement les chansons en langue autochtone et tout. Là. Donc, c'est ça, je trouve qu'il y a un merveilleux progrès. Il y a encore du travail, mais je vois un progrès là-dedans. Là. Parce que c'est certain qu'on a plusieurs alliés aussi. Moi, je regarde juste avec ta propre carrière puis certains spectacles qui s'en viennent, des chansons que tu as fait. Tu as collaboré beaucoup avec des artistes québécois bien établis, reconnus, comme Louis-Jean Cormier, Safia Nolin aussi, là, où est-ce que vous allez avoir un spectacle, les deux, le Grand Théâtre, où Safia présente Canen, carrément, le 15 décembre au Grand Théâtre de Québec. Est-ce que tu sens que ces artistes québécois-là qui collaborent avec toi te considèrent comme une égale ou est-ce qu'ils font ça pour s'attirer du capital de sympathie? Est-ce que tu sens que la démarche, elle est sincère et comment tu te sens par rapport à ça? Oui, mais je pense que la démarche est vraiment sincère. Comme, tu sais, je pense que mais je pense que ces collaborations ont été tellement naturelles qu'on n'y pensait pas. Je pense qu'il y a vraiment eu comme un échange où on avait vraiment besoin de se rassembler. Comme ma collaboration avec Louis-Jean,
au lieu de parler des choses qui nous différencient, on a décidé d'aller dans quelque chose parce qu'est-ce qui nous rassemble, lui puis moi, parce que je pense que c'est ça aussi, je pense qu'il y a un côté tellement rassembleur et tellement il tripe sur toute la musique de tout le monde, puis sur le parcours créatif de tout le monde. Je pense que c'est comme quelque chose que je ressentais pas vraiment, puis c'est la même chose avec Safia aussi, que c'est arrivé tellement naturellement aussi dans nos vies, cette collaboration-là, que je pense qu'on ne ressentait pas cette collaboration comme plus que de quota ou quelque chose comme ça. C'est vraiment il y a vraiment quelque chose de plus. C'était sincère et pas sincère, stratégique, là. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment pour comme l'amour qu'on a pour la musique, là. Canon, tu nous avais parlé tantôt que tu avais collaboré avec Louis-Jean Cormier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'était quoi le single que vous avez collaboré? Puis ça parle de quoi dans ce single-là? La chanson, c'était une chanson qu'il fallait composer pour une émission qui s'appelle Le Grand Solstice sur ici. Puis c'était vraiment une initiative de Elisapi qui voulait qui voulait faire une chanson originale pour cette émission-là. Et elle a pensé à moi puis Louis-Jean, étant donné qu'on vient tous les deux de la Côte-Nord. Moi, je viens de Malio, puis lui, il vient de Sept-Îles. Fait qu'il y a vraiment peu de... On était littéralement voisins. Et pour cette chanson-là, je pense que ça, comme je disais à la question précédente, mais c'est qu'est-ce qui nous reliait, lui puis moi, puis c'était ça. Puis on a décidé d'écrire une chanson qui parlait de s'ennuyer de la Côte-Nord, de s'ennuyer de la famille, de la grandeur et de la nature de la Côte-Nord. Fait que c'est un peu ça, parler du territoire. Donc, ça parle de ça. Le territoire qui est toujours intimement lié à la vie des Inuits, si je peux dire ainsi. Mm-hmm. Oui, puis même, je pense des Québécois aussi sur la Côte-Nord. Moi, j'ai de la famille du côté québécois qui ont grandi à Bécomo, puis à Papinachois, puis le rapport avec le fleuve, puis la terre, puis la pierre rose aussi, là. c'est très présent. Toi, tu es quelqu'un qui chante en Innu et en français. Moi, j'aimerais savoir, Kanen, comment tu t'inspires pour tes textes? Parce qu'il y a des textes qui sont vraiment... très personnel. On a l'impression vraiment qu'on est dans la confidence. Comment tu t'inspires pour écrire? Parce que tu es autrice, compositrice, interprète. Là, c'est toi-même qui écris tes chansons pour la plupart du temps. Donc, comment tu t'inspires? Comment Kanen elle compose une chanson? Je te dirais que c'est quelque chose encore que j'essaie de chercher, c'est comment je fais ça. J'ai vraiment encore... je l'approche vraiment encore d'une manière très naturelle. Tu sais, dès qu'une inspiration arrive, que quelque chose me touche ou qui me prend soudainement, ben c'est cette envie d'écrire. C'est ça. Pour moi... m'exprimer vocalement, ça a toujours été complexe. Alors, pour moi, l'écrire, des fois, c'est plus simple, c'est plus clair et tout ça. Donc, des fois, quand j'avais des grandes périodes où je savais pas quoi faire avec ces émotions-là, ben, je l'écrivais. Puis, des fois, je revenais 6 mois plus tard, par exemple, et je vois ce texte-là, puis je vois qu'il y a un certain potentiel, mais je me dis, je vais mettre de la musique dessus. Puis, fait que c'est un peu ça, c'est un peu comme un truc de... quelque chose arrive soudainement dans ma vie, puis je le laisse reposer, puis puis je reviens comme quelques temps plus tard, puis tout. Donc, c'est ça, c'est beaucoup là-dessus, mais dernièrement, tu sais, j'essaie d'être plus droite dans ma manière de composer. Que ce soit plus linéaire. Plus linéaire, tu sais, je fais maintenant des exercices d'écriture, j'essaie de composer, j'essaie d'apprendre
mon instrument de musique le plus possible. J'essaie de faire tout ça. Tu sais, j'essaie d'être maintenant plus linéaire et plus c'est ça, plus linéaire et moins instinctif parce que tu sais, je veux pas l'inspiration, tu sais, il arrive quand même très très tard. Tu sais, ça, des fois, je pense une majorité de mes chansons dans mon premier album, mais c'est arrivé comme ça a duré presque tout un an puis tout ça parce que je le laissais parce que c'était trop instinctif et tout, mais je laisse place encore à l'instinct, là, j'aime toujours ça puis c'est ça. C'est un bon équilibre entre l'instinct puis la discipline de créer de façon plus linéaire. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, je sais que la disque, c'est un gros gala, ça peut être intimidant, mais je pense que là, surtout en gagnant ces prix-là, tu dois être de plus en plus à l'aise à aller à ces événements mondains-là. Je sais que tu es supporté par l'organisation qui s'appelle Musique Nomade. Pour toi, Musique Nomade, ils t'aident comment? Ils te supportent comment dans tout ça? Pourquoi c'est important de collaborer avec eux? Je pense que c'est important pour moi de collaborer avec eux parce que je pense qu'ils connaissent, on va dire, le challenge d'être artiste autochtone, c'est-à-dire être comme loin de la communauté parce qu'on veut faire carrière là-dessus, le challenge de la langue, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y avait quelque chose de pour moi, c'était vraiment on va dire naturel d'aller avec Musique Nomade, puis c'est avec eux que j'ai fait mon premier EP, que c'est eux, c'est pas moi qui sont venus vers eux, mais c'est eux qui sont venus vers moi en allant dans ma communauté à Maliotenam. Fait que je trouvais ça vraiment touchant. J'étais vraiment touchée de ça, qu'ils m'ont découvert à Maliotenam, puis qu'on a fait l'album à Maliotenam. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même rare, on va dire, dans l'industrie et tout là. Fait qui se déplace là, oui. Ouais, puis aussi loin et tout. Fait que pour moi, je me suis dit, je vais rester avec eux autres. Ça démontre une bonne volonté de se déplacer dans le territoire puis d'établir des liens avec les membres de la communauté, hein? Oui, vraiment. Là, fait que non, j'étais vraiment contente pour ça. Puis c'est le fun parce que c'est comme ils savent. Moi, je fais ce métier-là vraiment par hasard. Tu sais, moi, je viens plus du milieu du cinéma. Alors, je connaissais pas trop c'était quoi, comment ça marchait, la musique et tout ça. Donc, c'est eux, ils m'aident beaucoup pour ça. La prod, la tournée, le booking et tout ça. Donc, je suis vraiment contente d'être avec Musique Nomade pour ça. Ben, honnêtement, c'est clair que moi, je suis ta carrière quand même depuis tes débuts, là, depuis le lancement de ton premier EP, puis j'ai eu la chance d'aller au lancement de ton album qui avait eu lieu il y a quelques mois, là, et vraiment, on sent même aussi ta présence sur scène aussi, on te sent sortir plus de ta coquille qu'à tes tout débuts. Michwap, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas, et nous, nos auditeurs et moi-même? Michwap, ça veut dire maison. Maison. Puis la chanson qu'on va écouter après, c'est Ekwanek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit, arrête un peu. OK, c'est pour ça que c'est écrit en français, ça suffit, arrête un peu, entre parenthèses. Écoutez, c'était vraiment un grand plaisir, un honneur de te recevoir à notre émission aujourd'hui, Kanen. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On rappelle que c'est le premier album lancé par Kanen, Michwap. Vous pouvez trouver des titres de son album sur la plateforme créée par Musique Nomade, qui d'ailleurs aussi présente plusieurs autres artistes autochtones. Si vous avez envie de découvrir la musique autochtone, je vous invite à aller à nikamowin, nikamowin.com /fr/album/Michwap. Merci beaucoup, Chinishkimitin, Karen. Merci beaucoup, Chinishkimitin. Karen. Alors, on va poursuivre en musique avec Kanen, avec Ekwanek. Ça suffit, arrête un peu, une chanson qui est chantée en Innu et en français.
Aussi n'attends pas. Cache-toi pas, que couche t'a dit, quoi n'est, oh quoi n'est. Cache-toi pas, que couche t'a dit, quoi n'est, quoi n'est. On vient d'écouter Canon. Sa tune s'appelle Econek. Ça suffit, arrête un peu. De son dernier album. Son dernier album. Donc là, pour les actualités, dans les dernières semaines, on a fait un petit peu le suivi sur la situation avec Buffy Mais St. qu'est-ce Mary, qui se passe avec elle encore? qui se fait surnommer sur les interwebs Bluffy. Buffy Santa Maria, j'ai vu ça dans une Oui, mime. parce qu'on rappelle que Santa Maria, c'est le nom qui est inscrit sur le certificat de naissance qui a été présenté dans le cadre du reportage de Fifth Estate, une émission de CBC. D'ailleurs, dans un article qui est paru il y a 15 heures de ça sur CBC encore, le chef de la Première Nation Piapot, qui est d'ailleurs des membres de cette Première Nation-là, ont adopté, on rappelle un couple qui cherchait sa jeune fille disparue, avait dans les années 70 adopté Buffy St. Mary dans leur communauté. Et là, la chef de cette Première Nation-là, la Piapot First Nation, voudrait que Buffy St. Mary prenne un test d'ADN. OK. Et donc, non seulement c'est prendre un test d'ADN, mais c'est aussi après peut-être même faire des excuses, etc. Oh, OK. Donc, on sent que ça chauffe un peu. Buffy St. Mary elle-même a dit que ces reportages-là du Fifth Estate de CBC étaient une attaque sur son identité, sur sa personne. Donc, c'est un discours peut-être un peu plus victimisé. La toile est divisée là-dessus. Moi, juste même en fin de semaine passée, j'avais des discussions avec des amis des Premières Nations. Certains la supportent, certains sont outragés. Mais c'est pas tout le monde qui est au courant que cette dame-là vaut plusieurs millions de dollars et qu'elle vit dans une villa à Hawaï. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. On va continuer à suivre ce dossier-là. Puis, Le dossier ne risque pas d'être fermé d'aussitôt. Oh non, j'ai pas l'impression. Ça crée toute une vague, en tout cas certainement au sein des Premières Nations. Là, on le sait, on est en plein magasinage des fêtes, Sylvestre. Quelque chose de plus joyeux maintenant? Oui, exactement. c'est ça. On va se réchauffer le cœur un peu parce qu'il n'y a pas juste des événements négatifs. Puis on veut pas que ça soit que ça qui retienne l'attention. Donc, c'est une collaboration avec le Ganastauqua Tourisme, l'organisation de tourisme de Ganastauqua et le Parc national d'Oka et le Littoral Service Center, le centre de service, le littoral. Donc, il y a un marché autochtone d'hiver aujourd'hui, samedi 2 décembre, de 10h à 17h et demain aussi de 10h à 17h. Il faut aller regarder ça. C'est vraiment organisé avec la CEPAC, le Parc national d'Oka et le Conseil de bande de Ganastauqua. Donc, si vous voulez avoir de l'artisanat traditionnel autochtone. Il y a aussi le marché de Noël au musée des Abénakis. Ça, ici, ça a lieu à Odanak, au 108 Wabanaki à Odanak. C'est aujourd'hui le 2 et demain le 3 décembre. Celui-là est de 11h à 16h, donc pour avoir de l'artisanat autochtone original. Parlant d'originalité, qu'est-ce qu'on fait pour authentifier cette originalité-là? Une des façons d'identifier, on en a parlé un peu avec Michael Robertson à notre autre émission, c'est vraiment l'identification Première Nation, le signe de l'ours. Vraiment, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur le site Internet ID1, le chiffre,
Et c'est vraiment, tous les organismes sont vérifiés et c'est l'empreinte de l'ours, c'est vraiment un mouvement qui permet d'affirmer l'identité. C'est un moyen de protection et d'être reconnu entre Autochtones. C'est un logo qui a été créé par l'artiste algonquin Frank Posen. Dernière chose encore de plus en plus amusant, les Comic-Con de Montréal. Oui, le Comic-Con de Montréal, ils organisent à chaque année un salon, dans le fond, un Comic-Con des fêtes, parce qu'on sait qu'en été, on peut aller rencontrer des célébrités, à moins si on paye, bien sûr. Là. On a pas mal d'Autochtones geeks aussi. Oui, c'est ça. On a plusieurs Autochtones. Là, moi, je pense, entre autres, là, Bérénice Molène-Dupuis, Mélissa Molène-Dupuis, Ouidia Larivière. On est plusieurs. Moi-même, j'en suis une grande fan On de est Star tous Wars. des fans de Yoda, en plus. Oui, ça que Yoda. j'allais Là, dire. est-ce qu'il est Abenaki? Est-ce qu'il est nous? Est-ce qu'il est Cree? Ça va être le débat d'une autre émission, ça, je pense. Donc, il y a le Comic-Con des fêtes qui a lieu à Montréal aujourd'hui, 2 décembre, et demain, 3 décembre, de 10h à 17h. Ça peut être une autre belle occasion d'aller voir justement du cosplay, des gens qui se déguisent. C'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant aussi pour la communauté. Donc, en gros, aussi, dans le fond, si jamais ça vous intéresse, le mardi 5 décembre, il y a un événement organisé par le Musée McCord et le Cercle des Premières Nations de l'UQAM et le Centre interuniversitaire des études et de recherche autochtones, le Sierra. Et c'est, dans le fond, c'est une conférence sur la décolonisation et l'autochtonisation des expositions. Okay. D'ailleurs, Alexis et moi, on a eu la chance d'aller voir une exposition sur les wampum au musée McCord et on a réalisé une entrevue et on va vous présenter ça dans la nouvelle année. Avec Jonathan Lainé. Jonathan Lainé, exactement. C'est vraiment une exposition à voir, mais on va avoir plus de détails pour vous dans une émission à venir. Ben, je te remercie beaucoup, Sophie Claude. Ça a été vraiment plaisant de partager avec le micro avec toi. C'est une première en plus. La première fois qu'on se rencontrait en personne et la première fois qu'on anime ensemble, ça a été le plaisir est réciproque, Sylvestre. Nous avons fait un speed dating tantôt pour notre réunion. En fait, de se préparer ici tantôt. Ça a été vraiment un speed dating. Ben, ça connecte bien, c'est le fun, c'est agréable. Exactement. Mm-hmm. Ben, sur ce, je vous remercie beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés encore une fois ici sur les ondes, le canal M à l'émission Quoi Bonjour. Mon nom est Sylvestre Deterre. Et je suis Sophie Claude Miller. Sophie. Mais quoi? Yo.